Bonsoir, bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, après l'Assemblée nationale, le traité budgétaire européen arrive au Sénat. Le Premier ministre insiste sur le vote décisif à la Haute Assemblée où les voix de la droite seront nécessaires pour son adoption. Devant les sénateurs, Jean-Marc Ayrault a souligné l'enjeu du texte, réorienter l'Europe pour sortir enfin de la spirale récessive. Le débat est actuellement en cours au Sénat. Nous vous le ferons vivre en direct ce soir avec Delphine Gérard qui se trouve tout près de l'hémicycle dans la salle des conférences. De nombreux invités se succéderont à son micro. Et puis plus généralement, quelle est la vision européenne de François Hollande? Le président l'a peu explicité jusqu'à présent. On en parlera avec nos éditorialistes dans ce 22h spécial aux couleurs de l'Europe ce soir. Dans le reste de l'actualité, c'est un huis clos à très haute intensité. Durant la garde à vue prolongée des suspects dans l'affaire de la cellule islamiste démantelée, les enquêteurs multiplient les investigations, auditions et perquisitions. Plus de 96 heures d'interrogatoire pour tenter de former le puzzle de cette complexe affaire de terrorisme, mais aussi, il faut bien le dire, pour faire craquer les membres présumés en garde à vue encore ce soir. Ce devait être, n'ayons pas peur des mots, le mariage du siècle. La fusion entre les groupes d'aéronautique et de défense EADS et BAE est tombée à l'eau pour les deux entreprises qui espéraient convaincre les États au-delà de leurs intérêts nationaux. La déception est énorme. Alors quelles sont les raisons de ce blocage? Analyse notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud tout à l'heure. Voilà pour le programme de ce 22h ce soir, dont une large partie sera donc consacrée au débat européen qui a lieu en ce moment même au Sénat. Et nous allons justement tout de suite nous rendre salle des conférences tout près de l'hémicycle pour rejoindre Delphine Gérard. Bonsoir Delphine. Alors l'enjeu de ce vote, il est décisif au Sénat où la partie ne sera pas facile pour le gouvernement. Oui Sonia, car le gouvernement, vous le savez, ne pourra pas compter sur ses traditionnels alliés ici au Sénat. Ça a été répété cet après-midi, au cours d'un long débat consacré aux perspectives européennes, débat qui a suivi une intervention très remarquée du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui a tenté en vain d'exhorter les sénateurs à faire un choix d'avenir en votant ce traité européen. Eh bien, on le sait, sans surprise, les nonistes du Sénat campent sur leur position. Alors, les 20 sénateurs communistes voteront contre, 10 des 12 sénateurs écologistes ne ratifieront pas ce traité. Même son de cloche du côté des radicaux de gauche. On sait qu'il y a déjà 3 sénateurs comme Jean-Pierre Chevènement ou encore l'ancien ministre Robert Hue qui ne ratifieront pas ce texte. Alors ce soir, la séance a repris dans une ambiance un peu difficile car l'opposition a déploré le discours de Bernard Cazeneuve, le ministre des Affaires européennes, qui est en train de s'exprimer actuellement. Elle a jugé son discours un peu suffisant, mais elle a aussi regretté l'absence de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, qui était initialement prévu et qui finalement n'est pas là ce soir pour ouvrir les débats. Alors l'opposition a raillé un peu cette situation, car on le sait, la gauche a beau recompter, elle aura bel et bien besoin des voix de la droite demain, certainement en fin de matinée, pour faire adopter ce texte. Voilà Sonia, ce que l'on pouvait dire 30 minutes après le début de l'examen de ce projet de loi. Mais bien sûr, nous y reviendrons tout au long de cette édition. Merci Delphine. Bien sûr, on vous retrouvera tout au long de ce 22h pour de nombreuses réactions à votre micro, alors que le débat promet d'être donc encore vif au Sénat, où, vous l'avez dit, les nonistes veulent faire entendre leur voix. Dans l'actualité aujourd'hui, la garde à vue des membres présumés de la cellule islamiste démantelée a été prolongée au-delà de 96 heures. Cela porte de manière exceptionnelle le total possible à 6 jours, soit le maximum prévu depuis 2006 par le Code de procédure pénale. Alors dans cette affaire complexe, les enquêteurs cherchent à reconstituer le puzzle, les connexions entre les différents protagonistes. Les auditions et perquisitions se poursuivent. Ce matin encore, la police antiterroriste a découvert des éléments destinés à la fabrication d'engins explosifs. Le rappel des faits, c'est avec Simon Barbary. C'est une décision exceptionnelle. Ce matin, le parquet de Paris prolonge de 24 heures la garde à vue des 12 suspects de la cellule terroriste démantelée ce week-end. Initialement fixée à 96 heures dans les affaires de terrorisme, une garde à vue peut être prolongée en cas d'imminence d'un passage à l'acte. Une première depuis la mise en place de cette mesure en 2006. Et le risque de ce passage à l'acte a été confirmé la nuit dernière. Dans un garage de Torcy en Seine-et-Marne, les enquêteurs ont découvert des éléments destinés à la fabrication d'engins explosifs. Ont été découverts, outre un fusil à pompe et une arme de poing, des sacs contenant du nitrate de potassium, du soufre, du salpêtre
des récipients type cocotte minute et des ampoules de phare, tout produit ou instrument utile à la fabrication de ce que l'on appelle des engins explosifs improvisés. À ce stade de l'enquête, impossible de savoir si les auteurs de l'attentat commis contre l'épicerie cachère de Sarcelles font partie des 12 suspects appréhendés. Le procureur de Paris a encore la possibilité de prolonger la garde à vue de 24 heures supplémentaires, soit 6 jours d'interrogatoire. Et puis, c'est un échec. Il n'y a pas d'autre mot. Le projet de fusion entre les deux géants européens de l'aéronautique et de la défense, EADS et BAE, est tombé à l'eau. Pour les deux entreprises, la déception est grande. Et au-delà, c'est la défense européenne qui en prend encore un coup. Alors, la faute à qui? Analyse dans un instant notre chroniqueur, Jean-Louis Gombaud. Mais d'abord, regardons les dessous de ce projet avorté avec Jérôme Rabier. Ce devait être la naissance d'un leader mondial de l'aéronautique et de la défense. Cela tourne désormais au fiasco européen. La fusion d'EADS avec BAE Systems explose en plein vol, et ce à cause de divergences entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'État français a fait valoir un certain nombre d'arguments, de conditions, que nos amis allemands ont émis un certain nombre de critères qui pour eux étaient essentiels, et que les Britanniques ont fait de même et qu'ensuite les entreprises en tirent les conséquences. Les trois pays voulaient tous obtenir des garanties en matière de souveraineté et d'emploi notamment. La question du poids des États dans le capital de la future entreprise a également posé problème. Nous voulions une réduction de la participation des États dans la future entreprise. Et je sais que c'est un point qui a été discuté et qui a posé problème. Tom Enders, le directeur général de ADS, souligne les efforts de la France et du Royaume-Uni et avoue qu'il ne s'attendait pas à une telle opposition de l'Allemagne. C'est donc vers Angela Merkel, désignée comme responsable de l'échec, que se tournent désormais tous les regards. Selon de nombreuses sources, la chancelière craignait la délocalisation de sites allemands de ADS et a œuvré pour faire échouer la fusion, cela au détriment de la naissance d'une véritable Europe de la défense. Et sur ce sujet, notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, d'abord, c'était quoi le but? Quel était le but de cette fusion entre ADS et BAE? Alors, au centre de cette fusion, il y a l'industrie militaire de défense. Pourquoi? EADS, c'est Airbus. Pour 75% de son chiffre d'affaires, c'est de l'aéronautique civile. British Aerospace, lui, 95% de son chiffre d'affaires, c'est l'industrie de la défense. Pour ADS, c'était trop dangereux, c'est trop dangereux, il juge trop dangereux d'être posé sur un produit, en réalité, la gamme Airbus, donc il cherchait à se développer sur l'industrie de la défense. Quant à British Aerospace, se trouvait être un peu petit pour affronter un Boeing dans l'industrie de la défense, notamment pour mieux conquérir le marché du Pentagone, qui évidemment se restreint, se contracte avec la crise financière. Donc l'idée était de faire cette fusion, et cette fusion a donc capoté. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas de problème industriel, proprement industriel. Par exemple, il est clair que c'est pas sûr que les Américains auraient acheté plus d'armement européen parce qu'on aurait fusionné EADS à British Aerospace. Mais il y avait aussi d'autres problèmes de type politique qui viennent juste à la minute d'être évoqués, notamment entre la France et les Britanniques. Les Britanniques n'étaient pas très contents de voir que l'État français aurait de la participation dans l'industrie, un bout de l'industrie de la défense britannique. Mais Londres et Paris, visiblement, s'étaient in fine mis d'accord. Donc le blocage, c'est un nom, c'est un Nein allemand. Exactement, c'est exactement cela qui s'est passé, même si il y avait certainement d'autres problèmes. Parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes dans le militaire. Nous sommes dans le militaire, c'est-à-dire nous sommes dans le stratégique pour l'État. Mais aussi nous sommes dans l'industrie, c'est-à-dire que nous sommes dans le stratégique social comme l'État allemand. Qu'est-ce qui se passe? Les Français, dans cette affaire, ont une action, ont du capital dans l'ensemble qui aurait été constitué. Les Allemands n'en ont pas. Il y a des capitaux allemands à l'intérieur de ADS, mais l'État allemand en tant que tel n'est pas présent. Ensuite, le siège social, je dirais, militaire de cet ensemble, il aurait été où? Évidemment à Londres, puisque c'est les Britanniques qui apportaient l'essentiel de l'industrie militaire de cette fusion. Ensuite, le siège social de l'aviation civile de cet ensemble, il serait où? Toujours à Toulouse. Donc les Allemands disaient, écoutez, je n'ai pas d'action dans l'ensemble. Le siège social, il est soit en partie à Londres, l'autre partie, il est à Toulouse. Alors ils ont dit, il nous faut un siège social, soit militaire, soit civil,
en Allemagne. Et ça n'a pas été accepté. On ne va quand même pas déménager les sièges sociaux pour faire plaisir aux Allemands. Et donc, ça a capoté. A donc capoté, je dirais, la seule ambition industrielle européenne, vous n'en trouverez pas d'autres, où il y a des Allemands, des Anglais, des Espagnols et des Français, il n'y en a pas d'autres. Et donc là, on est dans une Europe qui n'arrive pas à se construire concrètement. Et Jean-Louis, on dit que tout cela s'est conclu à travers un coup de fil de quelques minutes entre Angela Merkel et François Hollande. Très rapide, en tous les cas. Il y a eu un coup de fil, je vais le dire rapidement, parce que ça a été très rapide, le coup de fil, entre les deux, effectivement, quand François Hollande dit non, je ne vais pas déménager Toulouse pour le mettre en Allemagne, et les Britanniques n'ont pas l'intention de déménager Londres pour le mettre en Allemagne. Le projet est donc tombé en l'eau. Merci beaucoup Jean-Louis Gombaud pour cette analyse. Je précise qu'on vous retrouve tout à l'heure avec notre club d'éditorialistes sur le débat européen qui est d'ailleurs en cours actuellement au Sénat. À tout à l'heure donc Jean-Louis. Dans l'actualité également, la réforme de l'école dès la prochaine rentrée préconisée par François Hollande soulève des inquiétudes, vous allez le voir, chez les maires chargés de l'accueil des élèves. Le retour de l'école le mercredi matin va entraîner un surcoût que les collectivités locales disent ne pas pouvoir assumer. Les détails avec Cécile Sixou. Je suis favorable au retour à une semaine de 9 demi-journées. Une demi-journée d'école en plus, c'est aussi plus de moyens. Il faut faire venir du personnel, mettre à disposition des locaux ou encore organiser les activités après l'école. Tout cela a un coût et si l'État compte bien mettre la main à la pâte, il reviendra aux collectivités territoriales chargées des missions scolaires de payer la note. Yves Cratinger, président du Conseil général de la Haute-Saône, a déjà estimé les dépenses en plus pour son département. Pour les transports scolaires, c'est de l'ordre de 10% plus cher qu'aujourd'hui. 10% de la dépense en matière de transport scolaire, pour nous, c'est entre 1,5 million, 1,8 million, peut-être 2 millions d'euros supplémentaires. Outre les départements, régions et communes seront également mises à contribution. Alain Fauconnier, maire d'une commune de 8000 habitants, Saint-Affrique, a déjà anticipé le surcoût pour son budget 2013. Au total, 100 000 euros supplémentaires. J'espère, mais je crois aussi que ça va se faire avec quand même un retour d'ascenseur en termes d'aide. Enfin, ça ne sera pas 100%, on ne rêve pas. Simplement, ça ne peut pas être à la charge 100% de la collectivité, sinon ça sera la révolution. Une révolution car les collectivités territoriales souffrent déjà d'asphyxie financière. L'État propose des mesures qui sont louables, mais il va demander aux autres collectivités d'assumer les surcoûts, et ça n'est pas acceptable, mais ça l'est d'autant moins qu'il n'y a pas eu, j'allais dire, de concertation avec les collectivités territoriales concernées. Normalement, la concertation devrait avoir lieu, c'est en tout cas ce qu'a promis le chef de l'État. Le mot décisif est revenu plusieurs fois dans le discours de Jean-Marc Ayrault cet après-midi devant les sénateurs. Le Premier ministre estime que leur vote sur le traité budgétaire européen sera crucial après celui des députés hier. Le chef du gouvernement s'est une nouvelle fois félicité de la majorité obtenue à l'Assemblée et il espère convaincre les nonistes du Sénat qui sont nombreux dans une chambre. Vous allez le voir, la majorité, elle est ric-rac. On va écouter les interventions des sénateurs des différents bords politiques. C'est avec Paul Bouffard. Après l'Assemblée nationale, c'est devant le Sénat que Jean-Marc Ayrault vient défendre le traité budgétaire européen. Plus le vote sera large, plus l'élan que vous donnerez après le vote de l'Assemblée nationale, eh bien plus vous donnerez de chance à la réorientation de l'Europe qui doit se poursuivre absolument. Il appelle plus particulièrement ses alliés de gauche à voter massivement. Un pari loin d'être gagné. Ne comptez pas sur nous. Cette ratification, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, est à nos yeux une faute politique. Moins radicaux, mais coincés entre solidarité gouvernementale et liberté de parti, les écologistes prennent tout de même leur distance. Le gouvernement considère que c'est un mal nécessaire de ratifier maintenant ce traité. Nous considérons que c'est un mal qui n'est pas nécessaire, qui est même très encombrant et qui va extrêmement compliquer la tâche dans les mois à venir pour l'action gouvernementale. Si le gouvernement peine à rassembler sa majorité, il peut compter sur les voix de l'opposition qui avait défendu le texte sous Nicolas Sarkozy. Alors vous ne serez pas surpris, Monsieur le Ministre, que le vote auquel j'appelle soit non pas bien entendu un vote de confiance, parce que de ce côté-ci, nous ne partageons pas le chemin, mais un vote de continuité
car il faut assumer la continuité de l'État. Du côté des radicaux de gauche, l'Europe n'est pas un long fleuve tranquille, il faut continuer. Nous avons retiré la certitude que l'avenir de la nation française est dans l'Europe, au cœur de l'Europe, ce cœur que nous devons faire battre pour faire en sorte, pour les Européens, qu'ils ne se battent plus entre eux. Il ne faut pas moins d'Europe, mes chers collègues. Il faut plus d'Europe et mieux d'Europe. L'examen du projet de loi sur le traité budgétaire européen se poursuivra jusqu'à vendredi au Sénat. Et on va rejoindre Delphine Gérard qui est toujours dans la salle des conférences, tout près de l'hémicycle où se poursuit donc ce débat européen ce soir. Et Delphine, je crois que vous êtes avec une noniste, Éliane Assassi, qui est la présidente du groupe communiste au Sénat. Oui Sonia, je suis donc avec Éliane Assassi, vous l'avez dit, une noniste. Bonsoir Madame Assassi. Alors cet après-midi, François Rebsamen l'a redit, le traité qui est soumis ce soir à l'approbation des sénateurs, ce n'est pas le traité de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il se trompe selon vous ? Oui, bien sûr, moi je pense qu'il se trompe, mais au-delà des déclarations vides un petit peu, j'aurais aimé, et je lui ai dit d'ailleurs, qu'il nous fasse la démonstration. Or, tout le monde sait, y compris les partisans de ce traité aujourd'hui, que ce traité est celui qui a été signé entre Mme Sarkozy et Mme Merkel et M. Sarkozy en son temps. Donc nous sommes exactement dans le même traité qu'avant l'élection présidentielle. Donc, le pacte pour la croissance et l'emploi pour l'Europe qui a été obtenu par François Hollande, ce n'est pas une garantie suffisante selon vous de réorientation ? Non, ce n'est pas une garantie suffisante parce qu'on nous brandit ça comme étant le pacte salvateur, etc. Pas du tout. Nous savons très bien que l'argent qui est inscrit dans ce pacte de croissance existait déjà et que quand on la divise par les pays concernés, ça fait vraiment une somme minime. Alors on peut toujours prendre les sommes minimes effectivement pour chacun des États, mais ça ne représente strictement rien par rapport à la dette du pays concerné. Donc voilà, donc c'est un argument que brandissent celles et ceux qui sont en faveur du traité. C'est normal, c'est de bonne guerre, mais je crois qu'il ne faut pas avoir d'illusions. Le pacte de croissance malheureusement n'apportera rien pour sauver des pays de la dette dans laquelle ils sont enfoncés. Alors les 20 sénateurs que compte le groupe communiste vont donc voter contre ce projet de loi. Demain, c'est donc grâce aux voix de la droite que le gouvernement va faire passer ce texte au Sénat. Vous êtes prêt à en porter la responsabilité ? Moi, je ne sais pas si on est prêt à en porter la responsabilité. Ce n'est pas nouveau. Depuis que nous avons eu connaissance de ce traité, le Parti communiste français, le Front de gauche, a fait savoir son opposition à ce traité. Nous en avons fait la démonstration. Nous avons écrit plein de choses. Nous avons manifesté avec plein de gens. Nous ne sommes pas tout seuls. Il y avait tout à l'heure devant les portes du Sénat des militants de près de 60 associations et organisations. Donc il y a beaucoup de gens qui militent contre ce traité. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on nous réfugie en fait dans une case de nonistes. Nous ne sommes pas des nonistes. Nous sommes Comment vous vous définissez alors ? Nous sommes en faveur de l'Europe. Nous sommes pour la construction. Européens convaincus ? Tout à fait. Alors en plus, moi, je suis vraiment une Européenne convaincue, mais une Europe solidaire et sociale. Or, ce n'est pas ce que ce traité et les autres textes proposent. Donc voilà, et nous y mettons des contenus. C'est pas simplement un nom d'ambiance. C'est un nom avec des constructions et des propositions alternatives. Voilà. Et donc, on nous catalogue dans simplement les nonistes. Mais enfin, je rappelle que les nonistes, en 2005, ont combattu avec des milliers et des milliers de citoyens et c'est ce qui a contribué à la victoire du non. Et moi, je pense que dès que les gens s'emparent d'un sujet aussi complexe, parce que ce n'est pas un sujet facile, dès que les gens s'emparent d'un sujet tel que celui-ci, et qu'ils découvrent en fait ce qu'il y a vraiment dans ces traités, eh ben, ce sont des gens intelligents. Moi, je crois à l'intelligence citoyenne. Ils s'en emparent, ils discutent. Et ce que je regrette, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas eu de débat public sur ce traité. Peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à ce débat au Sénat qui, au-delà du fond, bon, enfin, j'aurais beaucoup de choses à dire et je les ai dites d'ailleurs, je crois, sur la forme. Très bien, merci Éliane Assassi d'avoir répondu en direct à nos questions. Voilà Sonia. Merci Delphine. Et vous l'avez dit, le vote sur ce traité budgétaire européen devrait intervenir demain, en fin de matinée au Sénat. Alors ce texte, lorsqu'il sera adopté, eh bien, il n'entrera pas tout de suite en vigueur. De nombreux pays l'ont déjà signé et d'autres pays doivent encore le ratifier. On va faire le point avec Marie Brémaud sur les signataires. Si en France, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance est finalement adopté, ce n'est pas pour autant que le texte entrera en vigueur. À Bruxelles d'ailleurs, on a le nez sur le compteur des ratifications. Le traité budgétaire a été signé en mars dernier par les chefs d'État et de gouvernement de 25 des 27 États membres de l'Union européenne. Le Royaume-Uni et la République tchèque n'ont pas voulu y être associés.
Pour entrer en vigueur au 1er janvier 2013, le traité doit être ratifié au minimum par 12 États membres de la zone euro. À ce jour, ils sont 9 à l'avoir ratifié, majoritairement par la voie parlementaire. La France pourrait donc être le 10e État membre. Il manquera alors 2 ratifications pour que l'application devienne effective. Les pays en difficulté, comme la Grèce, l'Italie ou encore l'Espagne, ont accompli rapidement les différentes étapes de ratification. Cela s'explique car pour pouvoir bénéficier des aides du Fonds de secours permanent de la zone euro, il faut avoir ratifié le traité. Il subsiste une grande interrogation sur l'issue du débat. En Finlande, les différents membres du gouvernement ne sont pas d'accord sur la question. Et l'invité politique du 22h ce soir, c'est l'ancien ministre du Budget et député maire UMP de Chantilly, Éric Woerth. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Alors le traité a été adopté hier à l'Assemblée, il devrait l'être demain, en fin de matinée au Sénat. Avec cette étape, la voix de la France et donc celle de François Hollande sera plus forte. Le traité, il était, beaucoup l'ont dit, nécessaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on partage la même monnaie, qu'on a traversé une crise, il fallait bien à un moment donné réagir ensemble, avoir des convergences en termes de politique économique, avoir des règles en termes d'équilibre budgétaire. Donc tout ça était absolument nécessaire. Ça avait été négocié, ça a été dit dans votre reportage, par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Et il fallait le signer. Donc c'était quelque chose, c'était un acte politique. Il y a eu aussi l'ajout d'un pacte de croissance. C'est rien du tout. Ça, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Il n'y a pas de pacte de croissance. Il y a évidemment qu'il faut faire de la croissance, comme M. Jourdain faisait de la prose. Mais renégociation ou pas, le gouvernement a rassemblé sa majorité sur ce traité, sur ce texte essentiel. Ça a dû être difficile parce que François Hollande s'était engagé à le renégocier. Donc c'était un peu dans le code génétique de l'élection de François Hollande. Il n'en a rien fait parce que dans un principe de réalité, c'était évidemment pas possible, ce qu'on avait dit à plusieurs reprises. Donc il a repris le traité de Nicolas Sarkozy, il a été voté. Mais c'est très important pour la France parce que c'est le cadrage au fond de notre politique économique et c'est aussi un cadrage pour l'ensemble des pays d'Europe. Donc c'est très très important. C'est pas une perte de souveraineté comme je l'entends dire. À partir du moment où on est en Europe, il faut accepter à un moment donné de partager. Accrue sur nos choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais peut-être en a-t-il besoin en réalité. C'est un droit de regard. Oui, enfin moi comme ancien ministre du budget, l'idée qu'il y ait plusieurs garde-fous au fond à une politique budgétaire, notamment comme la politique budgétaire de la France, moi ça me semble plutôt nécessaire. Et à partir du moment où on est la deuxième économie d'Europe, et à partir du moment où on veut de l'euro, où on partage l'euro, c'est une chance extraordinaire pour la France et pour l'Europe, pour l'avenir d'avoir l'euro. Il faut bien des règles communes, et quand il y a des règles communes, il faut bien qu'il y ait une surveillance au fond commune. Et ce traité impose donc une discipline budgétaire. L'exécutif ne cesse de rappeler et de réaffirmer l'objectif de déficit à 3% en 2013. Le cap, il est maintenu. Est-ce que vous saluez cette marque de sérieux et de crédibilité? Là aussi, le gouvernement s'inscrit dans la continuité du précédent gouvernement. C'est la réalité. Mais la trajectoire de finances publiques... la trajectoire de finances publiques, tout ça, nous aussi, on avait commencé à l'appliquer. Enfin, je vous ferai juste remarquer qu'entre l'année dernière et cette année, il y a plus d'écart en termes de réduction budgétaire qu'il y en aura entre cette année et l'année prochaine. Donc on a fait encore plus d'efforts entre 2011 et 2012 qu'il y aura entre 2012 et 2013. Vous ne le savez pas encore, on va attendre. Si on passe à 3%, les chiffres ils sont inscrits dans les projets de loi de finances. Et donc ça aussi c'est absolument nécessaire. Il y a eu un pic de crise énorme, extraordinaire. Il a fallu relancer, donc à la fois être beaucoup dépensé sur le plan public, comme l'ont fait d'autres États. Et les socialistes voulaient qu'on dépense plus d'ailleurs. C'est un gouvernement de gauche qui ne recule pas devant les difficultés, devant certains dans son camp et devant l'impopularité. La marche est haute, 3%. Oui, enfin la marche est haute, sauf que c'est mal financé. On est bien d'accord sur les 3%, encore faudra-t-il les tenir, mais la façon d'y arriver est une très très mauvaise façon. Faire les 2/3 du chemin sur l'impôt, c'est juste une erreur majeure. Oui, mais vous l'avez lu parce que c'était un rapport de Bercy ce matin. Les impôts ont augmenté, on va le voir, de 65 milliards d'euros entre 2011 et 2013, et tout le monde en prend pour son grade, droite et gauche. Pour moitié, cette augmentation, c'est la droite, donc vous, le gouvernement Fillon, et pour l'autre, c'est la gauche. Donc les impôts, c'est pour tout le monde. Enfin, ça se rajoute. Le dernier qui arrive, il a tort, au fond. Il n'y a pas de raison à partir du moment. Oui, mais c'est la réalité. Il y avait à un moment donné, vous êtes dans une stratification. Mais vous portez votre fardeau d'impôt, si je puis dire. Oui, on porte notre fardeau, mais je ne suis pas sûr qu'on construisait les choses comme cela. D'abord, on avait commencé à réduire la dépense publique. Le nombre de fonctionnaires était en réduction. La réforme de l'État était en marche. Tout ça, c'est de la réalité. Je suis prêt à affronter absolument tous les débats sur le sujet. Tout ça, c'est arrêté.
Tout ça s'est arrêté. Il n'y a plus rien sur la dépense publique. Et les dépenses publiques telles qu'elles sont présentées dans le projet de loi de finances, c'est juste des rabots. C'est le budget le plus sérieux depuis plus d'un demi-siècle. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Je veux dire, ça, c'est complètement faux. C'est le budget où on augmente le plus les impôts depuis un demi-siècle. Oui, ça certainement. Mais en termes de dépenses, les dépenses, elles augmentent. Les dépenses de l'État. Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez Il fallait réduire les dépenses. Il fallait faire le contraire. Au moins 2/3 sur la dépense. Tout ce montant-là en réduction de dépenses. Mais nous l'avons sans fait. augmenter les impôts. Il faut juste regarder ce que nous avons fait. Bien sûr. Bien sûr. Il fallait probablement un peu augmenter les impôts, bien sûr. Oui, mais pas à hauteur des 2/3, pas à hauteur de 20 milliards d'euros. 10 milliards sur les entreprises quand on dit qu'on a des problèmes de compétitivité. Mettre fin à la TVA sociale en échange d'une diminution des charges, quand on reconnaît in fine qu'il y a un problème de compétitivité, de coût du travail au fond en France, c'est un temps considérable qui est perdu. Il se trompe complètement sur le plan économique. C'est une mauvaise voie. Recruter des fonctionnaires. Vers quoi elle peut nous mener, selon vous ? Recruter des fonctionnaires. Mais je suis pas sûr qu'on tienne les 3%. Aujourd'hui, on les tient pas. Enfin, dans le projet de budget tel qu'il est, la croissance ne sera pas celle qui est indiquée. Les dépenses sont probablement sous-estimées car elles ne sont pas documentées. On ne dit pas comment on parvient à la réduction de dépenses. Le nombre de fonctionnaires augmente et les recettes sont surévaluées. On le voit bien sur un certain nombre de sujets. On n'a pas le temps d'y revenir, mais il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a des recettes qui sont nécessairement surestimées. Vous l'avez dit, ce budget repose sur une hypothèse de croissance, celle du gouvernement. On va écouter ce matin ce qu'en dit le ministre Laurent Fabius. C'était sur RTL. On l'écoute. Alors, nous avons pris 0,8% comme objectif. Le FMI dit 0,4%. Je pense que ça dépendra de pas mal d'éléments. Avant qu'on entre dans ce studio, je vous parlais de la conjoncture internationale et par exemple des problèmes avec l'Iran. Bon, si on a un vrai problème avec l'Iran, croyez-moi, ça aura des effets négatifs sur la croissance. Inversement, si les Allemands relancent leur économie et si l'Amérique, après l'élection, repart, on aura une croissance supérieure. Donc le chiffre de 0,8 me paraît assez réaliste. 0,8 réaliste pour Laurent Fabius et pour vous ? Non, enfin il y a du volontarisme, qu'un gouvernement soit plus volontariste que ce que disent le consensus des économistes, etc. Oui, on a toujours revu les hypothèses. Et puis on a vécu une période bien plus difficile que celle que vivent les socialistes aujourd'hui. On a vécu le début de la crise. En 2009, vous aviez quand même tablé sur 1% et vous aviez revu à 0,2 voire 0,5%. On a toujours revu la croissance. On a fait un nombre de projets de loi de finances rectificatifs très importants. Non, je ne reproche pas le volontarisme. Je reproche simplement qu'à une époque, ils ont beaucoup caricaturé l'action du gouvernement et qu'aujourd'hui, ils s'aperçoivent que dans la réalité, non, je trouve qu'on le fait beaucoup moins et qu'il y a un principe de réalité tout d'un coup qui vient de rattraper les socialistes. Et comme ils font le contraire de ce qu'ils disent, ils font le contraire de ce qu'ils ont dit pendant leur campagne électorale. Ça mérite quand même d'être connu. C'est pour ça qu'il y a des problèmes de majorité. Tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, surestiment ce chiffre. C'est de la naïveté. Non, il y a un peu. C'est normal qu'il y ait du volontarisme. Parce que vous dites, si on vous dit 0,3 ou 0,4, d'abord les économistes n'en savent rien entre nous. Donc oui. Et donc un gouvernement met 0,6 ou 0,7 peut-être, mais qui double systématiquement. Et je vous ferai remarquer que je remets assez peu le chiffre de 0,8. Je pense qu'il est faux, mais à la limite, le gouvernement le reverra dans 6 mois. Mais c'est pas tellement ça. Encore qu'il faudra pour le revoir qu'ils prennent des mesures compensatoires. Oui, parce que chaque 0,1 point de perdu, c'est 1 milliard. Bien sûr. Et oui, et comment on les trouve ? C'est au gouvernement de répondre. Le gouvernement s'est complètement trompé. Trop d'impôts et pas assez de réduction de la dépense. Il faut continuer à baisser le nombre de fonctionnaires. Il faut continuer à baisser les crédits des administrations et pas uniquement réduire la progression de ces crédits. Il n'y a pas de baisse des crédits. C'est une réduction de la progression des crédits. C'est pas tout à fait la même chose. Et il faut engager une réforme de la sécurité sociale. Le gouvernement promet qu'il n'y aura pas d'effort fiscal. C'est important après 2013. François Hollande s'est même engagé à la stabilité, ça vous fait sourire, fiscale et même à des baisses d'impôts en 2016. Écoutez, les engagements de François Hollande, on voit bien, il s'est engagé devant la population au mois de mai, c'était il n'y a pas si longtemps, devant la population, pas devant les parlementaires. Il fait exactement le contraire de ce qu'il avait dit. Donc je pense que c'est assez incroyable. Mais sur la croissance, il y a autre chose, puisque on parle du traité en ce moment. Dans le traité, il y a une loi organique à côté, une loi organique pour les finances publiques. Bon, c'est un peu compliqué. Nous, on voulait une règle d'or, c'est-à-dire une obligation d'équilibre des finances publiques en dehors des cycles conjoncturels dans la Constitution. Ça a été refusé par le gouvernement. Bon, mais au moins la loi organique, c'est déjà ça. Alors on a voté pour elle aujourd'hui d'ailleurs à l'Assemblée nationale et le Sénat aura bientôt à en connaître. Mais pour les années 2014, 2015, le gouvernement table sur 2%.
de croissance, ce qui est absolument considérable. Il table même sur un excédent des finances sociales à partir des années 2016 ou 2017, sans jamais prévoir la moindre réforme structurelle des finances sociales. Il prévoit une augmentation de 4 points de la masse salariale. C'est tout à fait considérable. Je ne suis pas sûr que ça se passe comme ça si on ne fait jamais de réforme structurelle. Derrière ce budget et tous ces chiffres, il y a un homme, c'est le ministre Jérôme Cahuzac. Il a très vite incarné ce budget de sérieux quand même. On le décrit comme un bosseur, un expert. D'ailleurs, ce qu'on disait de vous, il n'y a pas si longtemps, il vous ressemble, c'est un justicier aussi. On l'a appelé le méchant du gouvernement. Tous les ministres du budget ont un côté un peu méchant s'ils font bien leur travail. C'est un rôle ingrat, et je ne remets pas en cause la personnalité de Jérôme Cahuzac, pour qui j'ai du respect, mais je pense qu'il applique une très très mauvaise politique. Le matraquage fiscal, c'est contre-productif. C'est beaucoup plus difficile d'aller réduire la dépense. C'est très facile d'augmenter les impôts. Et c'est très désagréable de se dire qu'on augmente les impôts sur nos entreprises, alors que l'emploi, la croissance, au fond, c'est pas l'administration qui va la faire. C'est pas Jérôme Cahuzac, c'est pas Pierre Moscovici, c'est évidemment les entreprises françaises. Et les entreprises françaises, elles sont maltraitées dans le budget on entend du gouvernement. Ici ou là, et Laurence Parisot le dit, qu'il y a un départ massif de chefs d'entreprise. Faux, rétorque le gouvernement, selon vous, où est la vérité? Non, c'est rien. Le gouvernement n'en sait rien. On ne sait pas. Il n'y a pas de chiffres, on ne peut pas savoir? Non, il y a toujours des décalages, donc il n'en sait rien. C'est au doigt mouillé? Oui, Laurence Parisot aussi, alors. C'est ce qu'il pense. Laurence Parisot, elle voit les chefs d'entreprise. Le gouvernement doit les voir Non, aussi. le gouvernement, c'est je t'aime, moi non plus. Dans les circonscriptions, les députés adorent les entreprises, les députés socialistes. À Paris, ils n'aiment pas les entreprises. Il faudrait à un moment donné qu'ils résolvent ce paradoxe. Après David Cameron et son tapis rouge déroulé aux entreprises françaises, le maire conservateur de Londres, peut-être vous l'avez entendu, c'est Boris Johnson. Il a fustigé la politique fiscale de Hollande, la qualifiant de tyrannie. Est-ce qu'on n'est pas quand même dans la caricature? Non, enfin, je ne vais pas commenter les commentaires du maire de Londres sur la politique française. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'idéologie. Il y a beaucoup d'idéologie. Il y a beaucoup de nouveaux élus. Je les vois à l'Assemblée. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'idéologie. Et au fond, il y a une envie d'en découdre contre une partie de la population française. Tous ceux qui ont réussi, qui ont gagné un peu d'argent, on appelle les riches. Et alors, c'est terrible, il faut leur tomber dessus, il faut les taxer à 75%, c'est probablement pas encore assez. Puis il faut mettre les œuvres d'art, puis il faut rétablir l'ISF. C'est pas des solutions. Que les gens qui ont bien gagné leur vie participent plus que les autres, évidemment, et d'ailleurs nous l'avons nous-mêmes mis en œuvre. Mais en même temps, la vraie solution, c'est de baisser les dépenses publiques. Et vous ne baisserez les dépenses publiques qu'en réformant l'État. Moi, j'ai contribué à des réformes importantes. D'autres l'ont fait. Nous avions mis en place la révision générale des politiques publiques, qui a fait quand même, il y a un rapport de 400 pages sur la révision des politiques publiques. Donc très sincèrement, je pense qu'elle ne va pas être si mal, 400 pages. C'est un rôle ingrat, vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous en parlez avec beaucoup de gourmandise, ça vous manque. Dans une période comme celle-ci. Oui, mais quand on fait de la politique, c'est pour agir. Donc l'action, elle est au gouvernement, évidemment, comme dans les collectivités locales, elle est dans les mairies. Une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on saura la vérité dans l'affaire Bettencourt et le financement de la campagne en 2007? Est-ce qu'on connaîtra votre vérité? Est-ce qu'elle prendra le dessus? Bien sûr, je n'ai aucune raison. Moi, je suis très serein là-dessus et je ne crains pas la justice parce que je sais que les choses se sont passées tout à fait normalement et que ça ne valait pas ce torrent, cette avalanche voilà, j'en ai pris plein la figure. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Éric Woerth d'avoir été notre invité. Merci à vous. La suite du 22h et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct sur Public Sénat. C'est un 22h spécial aux couleurs européennes ce soir. Je vous rappelle que l'examen du traité budgétaire a débuté au Sénat. Le vote est attendu pour demain en fin de matinée et d'ici là, place au débat. Cet après-midi, c'est le Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui est venu rappeler aux sénateurs combien leur vote était important et décisif après celui des députés. Alors cela aura-t-il convaincu les nonistes, autrement dit le Front de gauche, les Verts? Nous le verrons assez vite et plus généralement, une fois que ce traité sera adopté, quelle sera la politique européenne de François Hollande? Le président n'a pas beaucoup dévoilé ses intentions jusque-là. Eh bien, on tentera de le faire avec notre club d'éditorialistes. Et juste après le tour de l'info, il est préparé par Mounir Soussi. Une étude qui brise pas mal de clichés. L'INSEE publie une enquête sur les trajectoires des enfants d'immigrés. Le constat, leur ascension dans la société s'accélère et est plus marquée que celle de leurs parents, mais reste en retrait par rapport aux Français d'origine. Si leurs résultats scolaires restent moins bons, c'est bien dû à leur origine, mais sociale. 70% d'entre eux ont des parents ouvriers. La justice russe a relâché l'une des 3 membres emprisonnés du groupe Pussy Riot. Accusée d'incitation à la haine religieuse pour avoir interprété une prière punk dans une cathédrale,
Pour les deux autres accusés, farouche opposante à Vladimir Poutine, le tribunal a confirmé la peine de 2 ans de camp pénitentiaire. Elle devrait être internée dans 10 jours. C'est un symbole que les talibans pakistanais ont tenté de tuer hier. Une adolescente de 14 ans, militante pour la scolarisation des filles dans son pays, a reçu une rafale de balles. Blessée à la tête, elle a miraculeusement échappé à la mort. C'est dans ce contexte que le Sénat prépare la journée internationale de la fille qui se tiendra demain. L'agression de la jeune pakistanaise pousse les élus à réfléchir sur les moyens de pression contre les gouvernements qui ne protègent pas assez les femmes. Nous devons tous et toutes nous mobiliser, et en particulier mes collègues parlementaires qui doivent vraiment faire un effort pour que cette aide au développement soit davantage ciblée. Les ambassadeurs du monde entier au Sénat pour évoquer la crise syrienne. Jusqu'à demain, la Commission des Affaires étrangères va écouter les représentants des pays concernés par le conflit, comme la Jordanie, qui accueille aujourd'hui 200 000 réfugiés syriens. La Jordanie prend en charge de tous ces réfugiés et nous pensons que ça va augmenter d'ici 20 années. Donc je voulais parler aux sénateurs pour leur expliquer la situation difficile car c'est un fardeau humanitaire et économique difficile pour notre pays. Il revient à la une d'un hebdomadaire, Dominique Strauss-Kahn parle et c'est pour demander qu'on le laisse tranquille. Impliqué dans plusieurs affaires judiciaires, il rappelle qu'il n'a jamais été condamné pour les faits qui lui sont reprochés. C'est justement le sujet du dessin du jour. À l'occasion de la rétrospective du peintre Edward Hopper au Grand Palais à Paris, Plantu intègre DSK dans une des toiles les plus célèbres du peintre de la déliquescence du rêve américain, un thème qui entre en résonance avec la trajectoire de l'ex-patron du FMI. Et notre club d'éditorialistes ce soir avec nos invités, je vous les présente avec plaisir. Étienne Gernel, bonsoir. Bonsoir. Directeur de la rédaction du Point. Avec nous également Bruno Roger-Petit, bonsoir. Bonsoir. Et plus, nouvel observateur. Bonsoir Jean-Marie Biette, bonsoir. Directeur départemental Ouest-France. Et avec nous notre caricaturiste Hervé Baudry, chez Rue 89. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien Hervé? Parfait. Ravi de vous recevoir. Alors messieurs, je vous propose d'écouter un extrait d'abord de la déclaration, c'était tout à l'heure, de Jean-Marc Ayrault devant les sénateurs. Il parle du bien fondé du traité budgétaire européen. On l'écoute. Le vote du Sénat sera aussi décisif. Plus le vote sera large, plus l'élan que vous donnerez après le vote de l'Assemblée nationale, eh bien plus vous donnerez de chance à la réorientation de l'Europe. À ceux qui nous disent que rien n'a changé depuis le mois de juin, parce que la lettre du traité est identique, je réponds que l'esprit avec lequel il sera mis en œuvre a profondément changé. Étienne Gernel. Ce qui est amusant, c'est quand il parle de la réorientation de l'Europe, Jean-Marc Ayrault, en fait non, c'est la réorientation de la gauche. C'est ça qui est intéressant dans son propos, parce que finalement, ça ne va pas réorienter l'Europe en aucune manière, ça va dans le droit fil d'une Europe qui veille scrupuleusement au déficit. Et donc ce qu'il a réussi François Hollande avec Jean-Marc Ayrault, c'est un peu réorienter la gauche dans une optique plus social-démocrate. L'exploit, il est là, c'est pas la réorientation de l'Europe. Carrément. Bruno Roger-Petit, on va rappeler, donc il y a une majorité de gauche à l'Assemblée, l'Élysée et Matignon sont soulagés, c'est une victoire, mais quand même, il y a eu des abstentions nombreuses, 70, des irréductibles, 17 députés PS contre. Est-ce que c'est une victoire à l'arraché ou un véritable exploit, comme le dit Étienne Gernel? Non, c'est pas un exploit, c'est pas une victoire à l'arraché non plus, parce que dans les derniers temps, des pointages, c'était prévisible, mais je pense profondément que François Hollande ne s'inscrit pas dans cette petite logique comptable dans laquelle les éditorialistes et les commentateurs se complaisent depuis quelques jours. Je pense que l'idée, c'est d'aller vite. De ce point de vue-là, c'est réussi. On était hier à l'Assemblée, on est aujourd'hui au Sénat, ce sera voté demain, et puis la navette suivante aura lieu très rapidement également. Oui, il veut aller si vite. Pourquoi tourner cette page? Pour en finir assez rapidement, et regarder le résultat d'un point de vue politique. Ce traité n'a jamais été, aux yeux de l'opinion, un enjeu politique majeur. C'est-à-dire que la droite qui le soutient, qui le vote, ne peut pas faire plus que ce qu'elle fait, que dire, un peu comme vient de le faire Étienne, finalement il vote la même chose que ce qu'avait accepté Nicolas Sarkozy. C'est un fait. Hein. Non mais c'est un fait. Bon, mais voilà, ils ne peuvent pas dire plus, ils sont piégés par eux-mêmes. Ouais. Et le front de gauche, Mélenchon et le Parti communiste, n'ont pas réussi à mobiliser au-delà de quelques dizaines de milliers de personnes, une fois le 30 septembre dans les rues de Paris. Donc, pour François Hollande, l'opération politique sur le long terme, elle est d'une efficacité redoutable.
Jean-Marie Bette, revenons aussi sur le rôle de Jean-Marc Ayrault, parce qu'il a fallu quand même convaincre les nonistes. Je ne sais pas s'il en a fait beaucoup basculer dans le camp du oui. Et son rôle a été important, il a été au premier plan. Sans doute, parce qu'il connaît bien il a été président du groupe socialiste, donc évidemment, je crois que c'est quelqu'un de droite qui a utilisé l'expression, il leur a mis un pistolet sur la tempe. Ouais. Mais plus généralement, moi, je trouve que politiquement, c'est pas finalement très très intéressant, c'est pas une victoire. Quand il n'y a aucun rêve, rien. Finalement, c'est une espèce d'accord sur de la comptabilité. Il n'y a pas eu d'enthousiasme, de débat pour ce texte, c'est ça? Mais je crois que le peuple français se désintéresse totalement de ce vote. Il est ni efficace ni inefficace. Comment voulez-vous faire rêver des gens sur de la comptabilité à 3% alors que tout le monde sait très bien déjà que ça ne sera pas... Et à cette vitesse, comme le dit Hervé, 4 jours et demi pour l'école, aussi rapide pour le traité. Et quand tout le monde sait très bien que ça ne sera pas tenu en 2013, donc je trouve ça un petit peu vaguement surréaliste et on est assez loin. Ça refroidit tout le monde, Étienne Vernel. Non, moi je pense oui, mais c'est un peu le parler vrai quand même. Quoi. Non, mais le rêver, oui, ça fait pas rêver, mais ça permet de maintenir l'euro en place, c'est quand même pas inutile. C'est quelque chose qui existe, c'est important. Et c'est pas évident. Allez à Madrid d'expliquer ça non, mais ça, on peut être contre, ça, chacun son opinion. Non, moi je suis pour l'euro. Je suis pour l'euro, mais pas forcément dans ce genre de conditions. Pour ce traité. Quoi qu'il en soit, politiquement, pour François Hollande, c'est très important. Il a réussi à faire passer un traité qui impose une purge très très violente. Et pour un président de gauche, moi je persiste de dire que c'est quand même une vraie performance. Oui, je suis pas certain que ces électeurs se retrouvent totalement quand même dans ce... Mais si on n'avait pas voté, regardez, Jean-Marie Bette, c'est l'argument de Laurent Fabius. Laurent Fabius a dit ce matin sur RTL, ne pas voter le traité européen aurait été un cataclysme. Oui, conséquences, spéculation massive. Parce qu'il n'y a plus de massive. protection contre les spéculateurs. C'est fabuleux pour quelqu'un qui a voté non en 2005. Bruno Roger-Petit. Bon, parlons quand même de ces nonistes. Est-ce que pour la suite, c'est une minorité qui va se faire entendre? Comment aussi le gouvernement va gérer ces récalcitrants aujourd'hui? D'abord, là encore, il faut raisonner au-delà des quelques jours qu'on vient de vivre sur cette affaire et des quelques jours qui nous restent à vivre là-dessus. Si on avait dit en 2005 que les deux défenseurs avec Jean-Marc Ayrault de ce traité seraient Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve, ministre des Affaires européennes aujourd'hui, fabiusien. Sans oublier Claude Barthelone, qui étaient des partisans du non socialiste en 2005 à la Constitution européenne. Je pense que beaucoup de gens auraient dit non, c'est pas possible, pas aussi vite, pas comme ça, pas maintenant. C'est fait. Il y avait 45%, pas l'oublier, 45% des militants socialistes qui étaient favorables au non en 2005. Et ben voilà pourquoi il y a un exploit. Aujourd'hui. Non, mais il veut pas me croire, mais c'est aujourd'hui, oui, de toute façon, c'est un exploit. Aujourd'hui, vous avez seulement, parce que seulement, on peut le voir comme ça aussi, c'est toujours pareil, à moitié vert, à moitié plein. Bon, vous avez seulement 20 députés socialistes qui ont voté contre. À peine 10% des élus socialistes. Il y a quand même eu une révolution interne sur la question européenne, le réalisme l'obligeant, qui a amené à cette situation un peu nouvelle. L'un des avocats de ce traité qui a convaincu aussi les récalcitrants, il s'agit de Bernard Cazeneuve, ministre en charge des Affaires européennes. On l'écoute. Notre objectif est d'essayer de faire en sorte que nous puissions avoir à la fois la croissance et le rétablissement des comptes publics. Pour ce qui concerne le rétablissement des comptes publics, tout d'abord, nous allons intégrer dans la loi organique au terme de la ratification du traité, de son introduction en droit français, nous allons intégrer dans la loi organique des règles de prudence budgétaire, de rétablissement de l'équilibre des comptes, qui témoigneront de la volonté du gouvernement français de s'engager dans le respect des règles budgétaires qui s'imposeront à l'ensemble des pays de l'Union européenne et qui seront la condition du maintien de la monnaie unique, car comme l'ont dit de nombreux orateurs de toute tendance, il n'y aura pas de maintien de la monnaie unique s'il n'y a pas de convergence à terme des politiques économiques et budgétaires. La loi de finances pluriannuelle ainsi que la loi de finances transcriront dans les documents budgétaires l'ambition que nous avons du rétablissement de ces comptes. Ce rétablissement de ces comptes se fera par un effort d'économie à hauteur de 10 milliards d'euros. Il y aura un appel à contribution des plus riches des contribuables français à hauteur de 10 milliards d'euros et un appel à la contribution des entreprises, non pas de toutes les entreprises, mais de celles qui se sont trouvées épargnées de l'appel à contribution au cours des dernières années,
notamment les grandes entreprises. Tout cela ne marche que dès lors qu'il y a des initiatives pour la croissance. Les initiatives pour la croissance relèvent de l'échelon européen, je les ai évoquées tout à l'heure, j'y reviens pour mémoire, le pacte de croissance, les perspectives budgétaires de l'Union européenne pour la période 2014-2020, et nous souhaitons par ailleurs, je le redis, que la taxe sur les transactions financières qui a été adoptée en coopération renforcée et qui va pouvoir faire l'objet d'une saisine de la Commission par 11 États membres, puisse servir de ressources propres pour le budget de l'Union européenne. Il s'agit là d'un nouveau combat, il est devant nous, nous le mènerons, c'est la condition pour que le budget de l'Union européenne puisse demain faire de la croissance. Voilà pour cet extrait de Bernard Cazeneuve, tout à l'heure, il y a quelques instants. Un extrait complet, c'est important, c'est ce qu'on fait souvent dans le 22h. Et tiens, c'est quand même incroyable que les avocats chargés de convaincre aujourd'hui les parlementaires, ce soient les nonistes de 2005. C'est pas ça, c'est qu'ils aient été nonistes en 2005. Fabius, attendez, c'était un social-démocrate, tout le monde le sait, pro-européen, qui est plutôt un peu libéral quand même sur les bords, etc. Ce qui est incroyable, c'est qu'en 2005, il ait fait ce choix que tout le monde sait cynique, de se dire je vais me positionner à gauche pour essayer de déborder par ce côté-là. Mais tout le monde le sait, c'est une évidence. La sincérité de Fabius, elle est plutôt aujourd'hui qu'en 2005, me semble-t-il. Il est plutôt là dans son positionnement politique naturel. Il n'a pas le choix, non, ça c'est clair, il n'a pas le choix. Oui, mais qu'est-ce qu'il a cherché à faire, François Hollande, quand même, en choisissant ces deux hommes pour porter ce traité? Est-ce qu'il n'a pas voulu tourner la page des déchirures socialistes de 2005, justement? Il a un excellent souvenir de son poste de patron du PS. On ne quitte pas forcément aussi facilement des c'est pas une bonne chose forcément quand on est président, il faut le quitter. C'est un vieux classique d'utiliser les gens à contre-emploi comme ça marche très bien. Oui, alors si vous regardez le gouvernement, ce ne sont pas les seuls à être employés dans un rôle qui les expose à se contredire par rapport à ce qu'ils ont dit avant. Arnaud Montebourg, au redressement productif, qui doit gérer une mondialisation qui s'impose à lui alors qu'il prétendait il y a encore un an, pendant la primaire socialiste, qu'on pouvait faire sans. Voilà, vous avez Benoît Hamon qui est contraint au silence au ministère de l'économie solidaire. Bon, c'est toute une composition gouvernementale qui a été très bien pesée de ce point de vue-là. Si François Hollande est mitterrandien, c'est bien dans la composition du gouvernement qu'il l'a le plus montré. Par ailleurs, on a le droit de changer d'avis aussi. En l'occurrence, François Fillon, qui avait voté non à Maastricht, se retrouve aujourd'hui à être assez pro-européen pour un noyau dur. Surtout quand on arrive au pouvoir. Bah oui, parce qu'on découvre aussi les réalités et parfois le sens de l'État. Étienne tire une ficelle intéressante, c'est-à-dire que tout le monde se focalise sur la vingtaine de députés socialistes qui a voté contre. Il y a une vingtaine de députés de l'UMP aussi qui ont voté contre le traité. Voilà, 25. Ça veut dire quand même que l'Europe reste il y a un livre sur un plan horizontal, comme elle l'a toujours fait depuis 1992. Tout le monde a le droit de changer d'avis aussi. Oui, il n'a pas dit renégocier, François Hollande. Il a dit j'ai mal au gosier. Il faut bien l'écouter. Mais pour Bernard Cazeneuve et Laurent Fabius, leur tâche n'est pas facile parce qu'il a fallu convaincre comment un traité dénoncé en mars pour sa logique d'austérité devient en juin une étape essentielle dans la réorientation de l'Europe. Il y a une phrase très sympa d'ailleurs d'un député qui a dit comment faire d'une citrouille un carrosse. Eh ben oui, c'est de l'art, c'est tout simplement de l'art, parce que de toute évidence, c'est un traité qui est fait pour faire respecter la vertu budgétaire. Il est fait, ce traité, pour rassurer les Allemands, pour qu'ils acceptent de prêter de l'argent au reste de l'Europe. Il est fait pour ça, c'est tout, c'est une contrepartie. Ça, on nous a promis la croissance, l'équilibre, la lumière. Oui, on peut promettre des tas de choses, vous savez... Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. C'est vrai que politiquement c'est très dangereux parce que les mois qui vont venir vont nous démontrer si oui ou non, et d'ailleurs tout le monde le souhaite, que derrière ce pacte de croissance qui est présenté comme une coquille vide, il y ait réellement quelque chose. Que le manque de croissance en Allemagne amène les Allemands à finalement desserrer les taux. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, parce que les salaires ont très fortement augmenté en Allemagne. Alors je vais donner la parole au mois de juin lors de négociations à Bruno Roger-Petit. On va réécouter un extrait, ça va vous faire plaisir, de Bernard Cazeneuve qui parle justement d'une Europe politique plus forte. C'est l'objectif. Écoutez-le. Vous posez la question de savoir s'il y a des perspectives, il y en a. Vous posez la question de savoir si nous sommes favorables à davantage d'union politique. Oui, à condition qu'il y ait un projet. Parce que la question institutionnelle, c'est pas le projet. On ne fera pas adhérer à l'Europe les peuples de Grèce, d'Espagne et d'Italie qui souffrent en leur disant « Vous souffrez terriblement de l'austérité, mais nous avons un remède, une convention et un référendum. » Non, ça ne marchera pas. Si nous voulons que ces peuples réadhèrent à l'Europe, il faut des solutions à la crise qui permettent à ces peuples d'être épargnés de l'austérité. Et s'il faut pour cela, à terme, davantage de lisibilité démocratique, alors faisons-le, mais ne faisons pas
du saut institutionnel ou de la réforme institutionnelle un préalable à tous ceux dont l'Europe a besoin pour répondre aux urgences de la crise. Parce que si nous faisons cela, nous désespérerons les peuples davantage encore, nous les éloignerons de l'ambition européenne, nous organiserons le divorce des peuples avec le projet européen. Et quand le temps de la Convention et du référendum sera venu, le populisme sera tellement fort qu'il n'y aura pas d'évolution institutionnelle, qu'il n'y aura pas d'exercice démocratique de la souveraineté en Europe et qu'il n'y aura plus d'Europe parce que l'Europe aura divorcé des peuples. C'est précisément ce que nous voulons éviter. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes extrêmement prudents sur toute démarche qui consiste à faire de la réforme institutionnelle l'unique projet de l'Union, l'unique horizon, alors qu'elle doit être l'instrument d'un projet pour l'Europe dans lequel il y a du social, de la solidarité, de la volonté de croissance, de la politique industrielle, de l'innovation. C'est autour d'un projet qu'on fera rêver les peuples d'Europe. Ce n'est pas autour d'une convention et d'un référendum, même si, pour réussir le projet, il pourrait s'avérer nécessaire à un moment donné qu'il y ait un référendum et une convention. Alors, on va aller sur le fond de l'analyse de Bernard Cazeneuve, mais encore un mot sur son poste, ministre en charge des Affaires européennes. Bruno Roger-Petit, est-ce que vous savez combien il y a eu de ministres sous Sarkozy à ce poste-là? Il y en a eu quasiment un par an, je crois que c'est 5 ministres. Exactement, oui. 5 ministres. Et Bernard Cazeneuve a l'ambition de rester pendant 5 ans. C'est une ambition. C'est une énorme ambition, oui, dans le contexte actuel. On l'a beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, les 5 ministres. Voilà, j'ai eu bon à ma question de grand eau. Est-ce que c'est un poste qui use, ministre en charge des Affaires européennes? Quand on a une crise de l'euro, elle est un petit peu entre parenthèses en ce moment, mais est-ce que c'est un poste qui est appelé à se régénérer? Il faut de nouveaux hommes, de nouvelles femmes? Très franchement, c'est pas un poste qui expose. Les 5 changements qui ont eu lieu sous l'ère Nicolas Sarkozy, c'était beaucoup plus dû à des rééquilibrages, des jeux de chaises musicales internes à la majorité qu'un vrai choix de mettre la bonne personne au bon moment à ce ministère-là. D'ailleurs, Laurent Wauquiez est passé du ministère des Affaires européennes à l'enseignement. Enfin bon, il y avait c'était un petit peu n'importe quoi, si vous me passez l'expression. Mais ce que vient de dire quand même Bernard Cazeneuve là est très intéressant. Et on retrouve d'ailleurs le noniste 2005, puisqu'il dit qu'il a le souci que l'Europe qu'on est en train de construire à travers ce traité n'échappe pas au peuple. C'est-à-dire que tôt ou tard, il faudra bien leur demander leur avis. Oui, quand même. Et on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure à ce sujet. C'est-à-dire que depuis, vous disiez, l'Europe n'a jamais passionné. C'est vrai, positivement. Elle a passionné en 2005, négativement. De la même façon qu'elle a passionné en 1992 lors du référendum sur Maastricht, presque négativement aussi, puisque le traité avait été adopté avec 51% des voix. Ça veut dire que depuis 20 ans, l'Europe n'est pas une espérance, n'est pas une frontière agréablement perçue, c'est une obligation que les Français et d'autres peuples subissent. La faute à qui? C'est la bonne question. Et donc, Étienne, quelle est la réponse, hein? Mais non, mais la faute à qui? Alors sans doute que les technocrates de Bruxelles ont des torts, on peut leur reprocher plein de choses. Mais la réalité, c'est que c'est un jeu politique. C'est le jeu favori de nos politiques qui consiste à tout mettre sur le dos de l'Europe. Donc quand on doit privatiser, déréguler, etc., on dit ah mais c'est pas nous, c'est l'Europe alors qu'ils l'ont voté, etc. Donc on met tout sur le dos de l'Europe parce qu'on essaie de se débarrasser. Puis c'est un bouc émissaire qui est pratique parce qu'évidemment les technocrates bruxellois, ils sont pas sexy, ils sont pas sympas, ils savent pas se défendre. En général d'ailleurs, on met des gens qui ont peu de charisme, Herman Van Rompuy, Barroso, etc. Donc c'est assez pratique, on peut tout leur mettre sur le dos, et ça c'est le jeu favori des politiques français, mais pas seulement dans toute l'Europe depuis des années, et aujourd'hui on en paye le prix, parce que les Français, effectivement, dans une bonne part, rejettent aujourd'hui l'Europe qu'ils voient comme lointaine et dure, et qui n'apporte que des mauvaises nouvelles. Mais je me souviens d'un sondage, c'était paru dans le Figaro, s'il y avait eu un référendum, 64% des Français auraient voté pour ce traité, c'est quand même positif, c'est une Europe à petit pas qu'ils acceptent, semble-t-il. Ce que ça veut dire quand même, c'est que la rigueur, parce que c'est un traité de rigueur, elle est comprise par les gens qui maintenant ont quand même compris qu'on ne pouvait pas éternellement dépenser plus d'argent qu'on en gagnait. Voilà, c'est surtout ça. C'est moins un traité sur l'Europe qu'un traité sur la rigueur. Jean-Marie Biel. Oui, c'est vrai, mais alors, sans en faire une question de personne, on voit bien que M. Cazeneuve a réussi parfaitement à dire que l'alpha et l'oméga, c'est les comptes publics et effectivement une bonne gestion. Quand il parle du rêve, ça devient un petit peu plus compliqué. On sent qu'il n'y a pas plus la même puissance que vous avez écouté probablement les débats, quelques extraits. Est-ce qu'il y a eu des phrases fortes? Est-ce qu'il y a eu des phrases qui soulèvent l'enthousiasme? Est-ce qu'il y a eu des phrases importantes sur l'Europe? Moi, je trouve que c'est en décalage par rapport à l'accélération de l'histoire. Parce que c'est bien, on est à Paris, on est au Sénat. Pendant ce temps-là, en Espagne, aujourd'hui, la question, c'est qu'il y a plus de 2,8 millions d'enfants qui sont pauvres.
On a vu le déplacement, l'Europe c'est la paix, c'est comme ça il faut, et d'ailleurs c'est ça la paix. C'est la chose peut-être la plus importante qui oui, mais imaginez vu des États-Unis, vu d'autres continents, quand Mme Merkel va en Grèce, et qu'elle ne peut même pas se promener dans la rue, c'est-à-dire qu'il y a une distance mise avec le peuple et qu'il y a vous avez bien vu comme moi, des caricatures nazies pour dire les choses. C'est honteux, il faut quand même le dire. Hein. Bien sûr que c'est honteux. On avait reçu une journaliste grecque hier bien sûr que c'est honteux, et qui a bien précisé que c'était une minorité aussi dans les cortèges. Juste pour dire qu'il y a une accélération de l'histoire qui fait qu'il va falloir que les positionnements soient sans doute beaucoup plus clairs et peut-être plus important, plus massif que ce qu'on entend. Alors ça nous amène justement au thème peut-être le plus important pour ce soir. C'est au fond, on a beaucoup entendu parler de Bernard Cazeneuve sur ce dossier, Laurent Fabius, et où est François Hollande? Pourquoi n'a-t-il pas été plus en première ligne sur cette question fondamentale, Bruno Roger-Petit? Il ne l'a pas été pour une raison simple. D'abord parce que le jeu parlementaire fait que par nature, le président de la République est assez éloigné de ces choses-là. Et puis, il l'a été aussi, visiblement, c'est ce que je vous disais au début de cette émission, par choix politique. Il ne fallait pas faire du vote de ce traité un enjeu politique majeur aux yeux de l'opinion que la droite et la gauche auraient pu instrumentaliser pour le mettre en difficulté. Donc, de ce point de vue-là, Jean-Marc Ayrault a été chargé de gérer ce dossier. Il le fait... Si on regarde les résultats parlementaires, plutôt bien pour l'instant parce que les éventuelles rébellions socialistes ont été contenues. Les Verts, c'est quand même assez fabuleux d'ailleurs, parce que comme ils avaient annoncé 15 jours avant qu'ils allaient voter contre, hier ça a été le non-événement total, c'est-à-dire que personne ne l'a remarqué. Idem pour les députés du Front de gauche. Donc encore une fois, la gestion politique qui consistait à ne pas faire de ce dossier quelque chose d'explosif a été réussie. Mais et maintenant, est-ce que François Hollande va faire des propositions nouvelles, audacieuses, ambitieuses pour l'Europe? Ben non. Peut-être, mais ça va prendre du temps, c'est difficile, parce qu'on ne les fait pas tout seul, les propositions. On peut dire on va faire ci, on va faire ça. Il y a toujours un leader, il y a toujours quelqu'un qui entraîne. Il y en a deux des leaders, et c'est la France et l'Allemagne, ou l'Allemagne et la France plutôt, pour le dire dans le bon sens. Et parce que c'est clair. Hervé Baudry, oui. C'est vrai. Excellent. Excellent. Et on sait très bien comment ça marche la construction européenne. C'est la France et l'Allemagne. Puis d'abord on négocie, on parle en douce, comme ça, on dit pas vraiment les choses, puis on l'annonce et ça a une force parce qu'il y a la France et l'Allemagne. Mais dire moi tout seul, je voudrais que l'Europe fasse plus de croissance, plus de ceci, plus de cela. Et puis après dire aux autres, voilà, et puis elle se retrouve à la table et on dit maintenant on fait quoi? Mais c'est pas comme ça que ça a marché l'Europe jusqu'à présent, je vois pas pourquoi ça marcherait par des déclarations comme ça. Après il faut reprendre le boulot avec l'Allemagne et ça va être long et difficile, et si on en juge par ce qui s'est passé dans l'affaire EADS-BAE, ça va pas être évident. Il faut qu'on dise que le défi européen, il est lié au défi français. Je veux dire, quand François Hollande parle de son agenda du redressement, il est lié à la réalité européenne, Jean-Marie Biette. De ce qui va se passer en Europe dépendra beaucoup de ce qui va se passer chez nous en France. Oui, je crois c'est un secret pour personne. Je crois qu'il a intégré d'ailleurs la possibilité d'une croissance pas finalement loin de zéro pour les Allemands, et ce qui permettrait en 2013 de remettre au calendrier au moins un an, comme le prévoient d'ailleurs les textes, l'affaire des 3%, parce qu'on voit bien que c'est tenable pour personne. C'est quand même un petit peu pour le moment de la poudre aux yeux qu'on envoie à tout le monde. Alors, justement, on rebondit là-dessus parce qu'on va écouter François Marc, c'est le rapporteur général du budget, et il dit justement qu'il y a des marges de manœuvre qui sont possibles sur ces 3%, on l'écoute. Il n'est pas faux de dire que nous sommes en train d'organiser le pilotage de nos finances publiques autour d'une notion assez subjective, convenons-en, celle du solde structurel. C'est quoi le solde structurel? C'est une bonne question et on le sait très bien. Les interprétations sont diverses et variées. Il faudra, lorsque nous débattrons de la loi organique, se demander comment limiter les incertitudes à ce sujet, et on peut considérer que la haute autorité aura sans doute une mission de pouvoir nous éclairer à cet égard. Je voudrais insister sur le fait que le traité laisse une marge d'appréciation aux autorités nationales et que tout ne sera pas automatique. Je commence justement par le mécanisme de correction dit automatique pour observer que le projet de loi de programmation 2012-2017 crée un mécanisme qui autorise à s'écarter de la trajectoire pendant 3 années consécutives. On peut s'affranchir pendant 3 années consécutives. On a vu plus rigide. Reste la question des circonstances exceptionnelles pendant lesquelles il serait possible de s'écarter
de la trajectoire. Et là aussi, aucun texte n'en donne une définition précise de ce que sont les circonstances exceptionnelles. Si bien qu'il reviendra au Haut Conseil des finances publiques que nous allons créer de forger sa doctrine. Nous débattrons d'ailleurs du point de savoir quelle marge de manœuvre il faut lui laisser pour qu'il ne porte pas atteinte aux prérogatives politiques des autorités budgétaires, et ceci pour reprendre justement l'expression de la Commission européenne. Voilà pour la règle du solde structurel qui, si je me résume, est plus souple qu'auparavant et économiquement plus pertinente que la règle de solde effectif du pacte de stabilité. Bruno Roger-Petit, ces 3%, beaucoup ont envie d'y échapper, en tous les cas de s'en éloigner. Oui, mais ça c'est évident, c'est-à-dire que c'est un des arguments d'ailleurs qui a été employé par les socialistes qui ont voté non hier à l'Assemblée nationale.